Et nous allons entamer la dernière table ronde. Régionalisation, faut-il donner son indépendance à Paris? Avec Xavier Bertrand, Alain Berthéas, Michel Laforcade et Olivier Véran. Et le débat sera animé par Olivier Mariotte. Je passe tout de suite la parole à Xavier Bertrand, justement pour nous parler un peu de ce que la région peut apporter en ce qui concerne la santé et la façon dont vous voyez ça, vous, en tant que président d'une grande région comme les Hauts-de-France. Je ne cherche pas, en tant que président de région, à continuer l'action qui était la mienne en tant que ministre de la Santé. J'ai en revanche conscience aujourd'hui que le rôle de l'État, ou plutôt du système politico-administratif au niveau national, ne fonctionne plus comme il le devrait. Et qu'en revanche, dans les territoires, qui plus est à l'échelle d'une grande région, c'est là où on peut être non pas seulement le plus pragmatique, mais aussi le plus efficace. Attention, je ne dis pas qu'il faut forcément moins d'État. Et si j'avais participé à la table ronde précédente, dont j'ai pu entendre la fin, je me serais exprimé en disant l'affaire des citoyens et des entreprises, oui, mais l'État a toujours un rôle. Peut-être qu'on peut définir le rôle de l'État-prévidence, mais l'État garant, pour moi, c'est quelque chose qui compte. Déjà dans la dimension éthique, que personne ne sera assumé au titre des intérêts privés. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il faut complètement revisiter la relation entre l'État et les acteurs locaux, et notamment les régions. Et on peut très bien engager le débat, je ne sais pas si vous le souhaitez, sur le rôle des ARS, le contenu des pouvoirs des agences régionales de santé. En tout cas, dans la région des Hauts-de-France, une chose est certaine, je ne peux pas me satisfaire des indicateurs de santé qui font que l'espérance de vie est inférieure de 2 ans à la moyenne nationale. Dans la région des Hauts-de-France, même si je ne suis pas l'État, même si je ne suis pas sur une compétence obligatoire, j'ai envie de contractualiser avec l'État pour mettre en place des politiques innovantes en matière de démographie, en matière également d'aide aux établissements. Alors établissements, je pense aux maisons de santé, on va quasiment doubler leur nombre, aux établissements publics comme privés pour des équipements. Je crois qu'il est grand temps sur la prévention de pouvoir entrer dans une démarche beaucoup plus opérationnelle, concrète, pas seulement faire des grands discours là-dessus. Et puis je pense également qu'il y a des secteurs stratégiques, je pense aux maladies neurodégénératives dans ma région, où une région peut décider de mettre l'accent à défaut de plan national ou alors pour compléter un plan national. Donc la question des personnes, des personnels, la question des établissements, la question, bien évidemment, des filières stratégiques à développer, je pense qu'une région est tout à fait légitime à intervenir là-dessus. Et le budget que nous avons aujourd'hui dans les Hauts-de-France, 5 millions d'euros pour l'investissement en matière de santé, 5 millions d'euros pour le fonctionnement, pas encore les chiffres précis, je les connaîtrai à la fin de l'année dans les engagements budgétaires, mais nous allons augmenter ce budget, même hors compétences, parce que je ne peux pas laisser une région comme la mienne connaître de tels indicateurs de santé. Merci beaucoup Xavier Bertrand pour cette introduction. Je trouve qu'elle pose tout à fait bien le débat. J'avais préparé un petit texte sur les rapports en fin de compte, puisque à la différence de la table ronde précédente, on va parler bien entendu de décentralisation, de jacobinisme et de choses comme ça, mais on parle surtout de la région. Et alors, je voudrais d'abord remercier Guy pour l'audace qu'il a eue à accepter le titre que je lui avais proposé, parce que c'est vrai que poser la problématique de l'indépendance de Paris, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. On ne donne pas son indépendance à Paris parce que Paris a inventé l'indépendance. Il a aussi inventé d'ailleurs les pains au chocolat, Alain Delon, des tas de choses. Et en fin de compte, Paris, c'est le monde. Donc quand Paris est le monde, la question de l'indépendance ne se pose pas. La grande problématique qu'on a justement, c'est comment on va sortir de cette pensée qui est la pensée parisienne un peu germanopratine pour voir comment on peut, dans les territoires, arriver à avoir une autre forme d'animation et faire en sorte qu'on puisse créer quelque chose de très vivant, de très efficient, et j'allais dire une stratégie de bottom-up. Et je voudrais tout de suite passer la parole à Alain Berthéas, si, Alain. Justement sur la façon dont, Alain, tu vis de l'intérieur cette dépendance, on va dire, entre Paris et le fonctionnement régional. Bien. Toujours difficile d'être le premier à répondre à une telle question. Je ne suis pas sûr de me faire beaucoup d'amis, là. Mais bon. Alors, a priori, on n'est pas là pour se faire des amis, mais quand même, surveiller un peu ce qu'on dit. Alors, quand on parle de Paris, est-ce qu'on parle d'une ville, d'abord, ou est-ce qu'on parle du siège du gouvernement français? Et d'une manière générale, quand on est en province,
lorsqu'on dit je monte à Paris, c'est le titre, c'est en général comme ça qu'on procède, et bien on va prendre la bonne parole. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les bien-pensants qui vont nous dire ce que nous devons faire. Et puis ensuite, quand on va revenir, on va se dire, bon, ben, je vais essayer de le faire. Et pour être franc, moi, je le vis assez mal. Tout dépend si je monte à Paris avec ma casquette industrielle ou si je monte à Paris avec ma casquette d'élu local. Mais dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, j'ai toujours l'impression que je vais aller voir des gens qui vont me dire, on va vous expliquer comment vous devez faire, et jamais je n'entends, mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Et ça, c'est quand même une sacrée différence. Parce que je pense que, et Xavier Bertrand vient de le dire, il y a des possibilités au niveau des régions, il y a des possibilités au niveau des territoires, et l'organisation française aujourd'hui oublie toute la réalité de son territoire. Nous sommes un pays, on dit toujours le pays des plus de, je ne sais plus combien, 25 000 communes, plus 36 000, 36 000 communes. Avec, oui, c'est ça, parce qu'il y a 25 000 communes de moins de 1000 habitants. Donc, c'est complètement éclaté, c'est assez ridicule, il y a beaucoup trop d'élus. Oui, sans doute. Il n'empêche que c'est une réalité, et que cette réalité-là, au lieu d'essayer de la faire vivre et quelque part de la développer, on est en train de la nier. Et c'est toute la différence maintenant que nous avons entre cette fameuse loi NOTRe, vous savez, la réforme de la loi NOTRe. Alors je ne fais pas une faute de français là, hein, ce n'est pas notre loi, c'est bien la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui portait une véritable ambition, et à la sortie, bon, la montagne accouche d'une souris, si ce n'est que nous avons 13 régions au lieu de 24 au départ, qu'on a donné un peu plus de responsabilité au niveau des collectivités territoriales telles que les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Le problème, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure, il y a un problème entre l'État-nation et l'État-providence. Les compétences régaliennes de l'État ne sont plus assurées aujourd'hui, et on a tendance à les retrouver au niveau d'un certain nombre de collectivités. Et c'est là où ça ne fonctionne plus. Les compétences doivent être très clairement expliquées. On nous parle beaucoup du millefeuille français. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par redéfinir qui fait quoi. Déjà, ça serait beaucoup plus clair. Au lieu d'avoir cette espèce de mélange où tout le monde peut faire quelque chose, et où là, bah, finalement, effectivement, quand tout le monde peut faire quelque chose, personne ne fait plus rien. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense qu'il reflète très bien ce que pensent, à mon avis, 64 millions de Gaulois qui sont autour de cette magnifique cité qui est Paris. Alors, j'ai envie de me tourner vers Michel Lafourcade. Quand on a préparé la table ronde, Michel Lafourcade m'a dit que c'était un Girondin jacobin. Et impénitent jacobin, j'allais dire un Girondin jacobin. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez, Michel, quand on regarde la façon dont l'articulation des choses se fait entre Paris et les territoires, Paris et les régions, est-ce que vous pensez qu'il y a une compréhension des régions et des territoires, une connaissance, une bienveillance de Paris vis-à-vis de ces territoires? Écoutez, je m'aperçois que la tâche est rude pour moi, vu ce que j'entends en particulier depuis ce matin à propos des ARS, mais je vais faire entendre effectivement un discours qui va peut-être un peu dénoter, voire qui va décevoir, puisque j'ai cru comprendre une appétence un peu généralisée à un appel à la décentralisation ou à la déconcentration plus poussée. Alors, pour répondre à votre question, j'ai envie de dire qu'en principe, quand on propose une réforme, c'est-à-dire une solution, c'est pour répondre à certains problèmes qui ont été clairement identifiés. Or, j'ai envie de penser au diagnostic que j'entends depuis 2 jours, qui me semble la plupart du temps un diagnostic équilibré. J'ai aussi entendu quelques outrances nous promettant l'apocalypse pour notre système de santé. Je crois que nous ne sommes pas face à l'apocalypse, mais la plupart du temps, j'ai entendu le rappel de pôles d'excellence, en particulier du côté du soin. L'OMS, à plusieurs reprises, a quand même indiqué que nous avons un formidable système de soins. Ne jetons pas cette réalité. Et en même temps, j'ai entendu des lacunes qui ont été évoquées et que, pour l'essentiel, je fais mienne du côté de la prévention, du côté d'autres types de lacunes.
l'incapacité à travailler en réseau, en logique de parcours, des inégalités sur l'ensemble du territoire, ça vient d'être évoqué par M. Bertrand. Bref, ce diagnostic-là, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes, je ne pense pas qu'il mérite des solutions radicales du style déconcentration complète ou décentralisation complète. En tout cas, je ne vois pas en quoi ces deux solutions nous permettraient de répondre à ces problèmes-là. Je ne prendrai qu'un seul exemple avant éventuellement d'en développer d'autres dans le cours de la discussion. La question des restructurations. Il a été notamment question hier matin des restructurations, d'aucuns appelant de leur vœu des restructurations à marche forcée. Je ne sais pas s'il faut aller beaucoup plus vite sur les restructurations. Ce que je peux dire, c'est que la restructuration, c'est une alchimie complète, complexe et complète entre ce que nous demande Paris et la réalité du terrain. Et il me semble qu'en matière de restructuration, nous n'avons pas forcément à rougir. Je ne prendrai qu'un seul exemple, la question des maternités. 2 chiffres. 1975, 1369 maternités dans notre pays. 2016, 523 maternités. Ce qui veut dire qu'à bas bruit, cette petite révolution en faveur de la sécurité. Révolution que la démographie médicale, bien évidemment, a accélérée. Cette révolution, elle s'est faite. Non pas du tout pour des raisons financières. Tout le monde sait qu'à partir du moment où on ferme une maternité, la plupart du temps de niveau 1, les parturientes vont accoucher dans une autre maternité, souvent de niveau 3, ce qui veut dire que ça coûtera plus cher à l'assurance maladie. Mais cette petite révolution silencieuse de la restructuration, par exemple à travers les maternités, elle est en marche à bas bruit et je ne vois pas en quoi les deux propositions quasiment implicitement suggérées par votre titre, beaucoup plus de déconcentration, beaucoup plus de décentralisation, nous permettraient d'aller plus vite ou plus intelligemment dans ce domaine. Alors, Olivier Véran, dauphinois, jacobin et girondin, ça fait des mélanges extraordinaires. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu penses, toi, justement de ce lien organique qui existe entre Paris et les régions, et en particulier, je vais dire, sur des aspects très concrets, qui peuvent être les parcours de soins, qui peuvent être, on va même dire un gros mot, est-ce qu'on peut penser à un numerus clausus régional, à des choses comme ça, c'est-à-dire une adaptation sans pilotage national d'une région à une situation qui est une situation donnée. Bonjour. Déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Michel Laforcade, il faut qu'on réalise que dans le secteur hospitalier, on a supprimé quasiment 40 000 lits dans notre pays. Cette suppression s'est opérée à bas bruit, qu'on a fermé en 10 ans, il s'est fermé en 10 ans, environ 15 000 lits de chirurgie dans les hôpitaux publics, qui représentent à peu près à 10 fois l'activité du CHU de Tours, et que vous n'avez pas entendu systématiquement des élans de population, des élans d'élus locaux pour protester. Généralement, la contestation par l'élu local, qui est souvent le même qui, lorsqu'il a un mandat national à l'Assemblée, au Parlement, vous dit qu'il faut fermer davantage les petites structures, vient avec son écharpe tricolore pour dire « pas ma maternité ». Je vais vous raconter une anecdote là-dessus tout à l'heure si vous voulez. On entend beaucoup donc, les élus sur les cas particuliers, notamment des maternités, qui évidemment développent beaucoup d'affect, parce que les hôpitaux sont notamment les premiers employeurs dans les territoires, ce qu'on oublie souvent de rappeler, participent à la vie économique du territoire. Non, moi ce que je veux dire, c'est déjà pour peut-être aussi rebondir sur ce qu'a dit Xavier Bertrand tout à l'heure. C'est clair qu'il y a une volonté du politique, dans les territoires, quel que soit le niveau de collectivité, d'investir le champ du sanitaire. Sur le papier, on a supprimé la clause de compétence générale. Normalement, dans les communes, dans les régions, et pour grosse partie pour les départements, on n'a pas vocation à nécessairement investir dans le champ de la santé. Mais les élus se rendent bien compte que le sujet de la santé est un sujet qui est porteur politiquement, et de fait il l'est, c'est normal, puisque c'est l'un des services auxquels les Français sont le plus attachés. Et donc ils vont rentrer par toutes les portes. Moi qui ai suivi quelques campagnes municipales il y a 2 ans, quasiment toutes les communes avaient pour objectif, dans leur promesse de campagne, de développer une maison de santé pluridisciplinaire sur leur commune. J'étais candidat au régional, je crois qu'il n'y a pas un seul programme, quel que soit le parti, qui ne promettait pas de multiplier par 1, 2 ou 3 les aides au développement, l'aménagement du territoire, c'est à ce titre-là que les régions investissent, pour les maisons de santé ou les centres de santé. Maintenant, attention, les chiffres sont têtus.
Nous mettons chaque année 190 milliards d'euros sur la table pour les dépenses d'assurance maladie. Xavier Bertrand a raison de rappeler qu'il met 5 millions d'euros au titre de la région des Hauts-de-France pour la santé. Il faut savoir être raison gardée. On n'est pas dans des proportions qui permettent d'avoir un rôle majeur d'action. Donc en matière de décentralisation vers les collectivités territoriales pour ce qui est de l'investissement dans la santé, aujourd'hui on a un niveau qui est quand même embryonnaire. Pour autant, vous me posez la question, tu me poses la question Olivier, de savoir si je serais d'accord pour qu'on aille plus en avant vers l'investissement des collectivités. Alors moi j'ai envie de dire, pour faire quoi ? Évidemment, en matière de prévention, Xavier Bertrand a raison de le rappeler, il y a des territoires pour lesquels il y a des objectifs de santé publique qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Hauts-de-France, région Rhône-Alpes-Auvergne, évidemment, et même à l'échelle infrarégionale, il y a des territoires dans lesquels les priorités de santé publique ne sont pas les mêmes. Donc sur la prévention, évidemment, je pense qu'il y a un enjeu. Sur l'enjeu de l'investissement, on l'a rappelé, les régions investissent dans les maisons de santé pluridisciplinaires, investissent aussi dans des centres de santé, et certaines collectivités territoriales sont même allées mettre des chèques de quelques millions d'euros pour permettre de finaliser des projets de construction d'établissements de santé. Je pense notamment à ce qui s'est passé en PACA, où si la collectivité d'Aix-en-Provence n'avait pas décidé de mettre un chèque de plusieurs millions sur la table, peut-être que le parc hospitalier n'aurait pas été rénové. Je vais dire qu'ici, ça ne me choque pas. La question, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut permettre de donner une partie de la gestion du risque, de l'organisation des soins sur les territoires, aux collectivités et aux élus. Et là, je pense que ce n'est pas aujourd'hui le rôle des élus et des collectivités. Je vais vous donner juste un exemple, et je ne serai pas plus long sur ce sujet. L'exemple allemand. Vous avez les Länder qui peuvent investir, qui ont d'ailleurs la responsabilité des murs hospitaliers, du patrimoine hospitalier, comme les régions françaises ont la responsabilité des murs des lycées. Et c'est l'éducation qui gère les programmes pédagogiques. Eh bien, en Allemagne, vous avez le plus fort taux de lits d'hôpital par habitant, puisque l'Allemagne ne gère pas, les Länder ne gèrent pas l'organisation des soins au sein des établissements. Donc je pense qu'il faut aller effectivement développer des compétences prévention, des compétences santé publique, permettre de l'investissement dans le numérique. La région a vocation à développer, à participer au numérique. Les territoires de santé numérique se font en collaboration entre les agences régionales de santé et les régions. Je pense qu'il faut pousser les feux de l'innovation aussi dans les territoires, mais la gestion du risque et l'organisation des soins, elle reposera plutôt sur l'État et l'État déconcentré dans les régions via des ARS renforcés. Alors, je vais passer la parole tout de suite à Alain pour rebondir sur tes propos. Il y a quelque chose sur lequel il faudra absolument qu'on aborde dans cette table ronde, c'est la question de l'ORDAM. On y reviendra tout à l'heure. Oui, alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je partage complètement le point de vue. Alors, je suis élu local depuis un certain nombre d'années et on mesure un certain nombre de réalités et puis de difficultés au niveau de l'ensemble des territoires. La régionalisation, aujourd'hui, doit nous permettre de répondre en termes, quelque part, de soutien. Pas forcément en termes, comme ça vient d'être dit, de responsabilité. Un exemple sur les communautés d'agglomération. Bon, je suis président d'une communauté d'agglomération qui regroupe 45 communes et nous sommes ce qu'on peut appeler une communauté d'agglomération urbaine et rurale, avec beaucoup de petites communes. Nous avons travaillé avec l'ARS, à l'époque uniquement Rhône-Alpes. Maintenant, nous sommes Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous va bien, puisque nous, les Forésiens, parce que ma communauté d'agglomération est forésienne avant tout, et nous sommes entre les deux régions. Bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait un côté forésien rhône-alpin, un côté forésien auvergnat. C'était plus possible pour nous, ça nous écartelait. Oui. Et donc, oui, la grande région me satisfait parfaitement, pas de problème. Une seule chose, on a travaillé sur ce qu'on appelle un plan local de santé. L'objectif d'un plan local de santé au niveau d'une communauté d'agglomération, ça n'est pas de prendre la responsabilité ni du parcours de soins, ni de ce qu'on devrait appeler le parcours de santé. Parce qu'on parle beaucoup de parcours de soins, mais on oublie quand même que c'est surtout un parcours de santé. Et quand on parle de déserts médicaux, pourquoi les élus sont-ils aussi nerveux par rapport à ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir remettre le patient au niveau médical au centre des débats, mais sur les territoires, il faut aussi remettre le citoyen au centre des débats. Et là, nous avons un patient citoyen ou un citoyen patient. Donc, c'est à ce niveau-là que nous pouvons intervenir. Et là où la difficulté réside, c'est que pour faire un plan local de santé, vous commencez sur un mandat, vous terminez sur l'autre. Hein. C'est absolument ahurissant le nombre de discussions et quelque part de choses-trappes auxquelles il faut échapper et toute cette régulation. Et il a été dit tout à l'heure dans la table ronde, j'ai noté un certain nombre de mots intéressants. Confiance, coordination, contrôle. On mélange tout.
On mélange la coordination avec le contrôle, on veut être à la fois stratège et opérationnel. Résultat, ça prend énormément de temps. Et c'est là où la centralisation est extrêmement dangereuse, c'est qu'à force de vouloir traiter tous les sujets, eh ben on n'en traite aucun correctement. Et dans ce cas-là, on ne parle plus du patient citoyen, on parle de dossier. Ça, c'est dramatique. Alors, justement, il y a quelque chose, Michel Laforcade, qui m'intéresserait, enfin, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion là-dessus, c'est que quand on est élu local, parce que je suis aussi élu local dans un petit village, la question du sanitaire mange prodigieusement le champ du médico-social, et même du social. C'est-à-dire qu'on se retrouve confronté à des situations qui sont mélangées, qui sont contrastées. Et là, on a quand même une problématique, une grande solitude, c'est qu'on a d'un côté un pôle sanitaire, et qui dépend du national, et puis on a de l'autre côté du médico-social qui dépend du département. Qu'est-ce que vous verriez comme solution pour qu'au niveau du terrain, les élus locaux puissent se retrouver assez facilement sur ces questions et trouver des interlocuteurs, d'ailleurs, qui soient des interlocuteurs, j'allais dire presque un guichet unique. Parce je pense qu'on a véritablement besoin de ce guichet unique sur ces questions complexes qui sont des parcours de vie, qui intègrent des parcours de santé, qui eux-mêmes intègrent des parcours de soins. Je crois qu'on touche une question importante. Autant il me semble que notre appétence naturelle à toujours réformer la gouvernance doit vraiment être interrogée, autant il est vraiment une question entre gens de bonne volonté, de manière beaucoup plus prosaïque et moins flamboyante peut-être, mais d'inflexion nécessaire des politiques. Et je crois vraiment que nous devons porter au moins autant d'énergie et d'attention sur cette inflexion nécessaire des politiques qui passent la plupart du temps à gouvernance constante, peut-être même à réglementation constante, par une habitude au partenariat. Et vous venez d'évoquer, à plusieurs reprises ont été évoqués des partenariats possibles entre plusieurs collectivités locales, la région d'abord, d'autres ensuite. Au plus près du terrain, voilà ce que nous devons considérablement améliorer. Pour répondre plus précisément à votre question, le social et le médico-social, plutôt sous l'autorité d'un conseil départemental. La santé, bien sûr, plutôt sous l'autorité d'une ARS. Nous devons veiller effectivement à ce que ce fossé se résolve tous les jours. Mais il est tout à fait possible de le faire, bien évidemment. Toutes ces logiques de parcours dont on reparlera peut-être, qui font qu'on évite les hospitalisations inopportunes, à condition que l'étayage au domicile soit sensiblement amélioré. C'est une politique que l'on peut mener ensemble, qu'on mène ensemble sur le terrain, jamais suffisamment, avec un conseil départemental. Et voilà, me semble-t-il, le cœur du problème et de la solution. Xavier Bertrand, vous êtes toujours en ligne. J'aimerais vous poser la même question, justement. Comment vous voyez, vous, cette articulation au plus près des territoires, au plus près des bassins de vie, entre ces trois mondes qui sont complémentaires, mais qui se fréquentent assez peu, en fin de compte? Attendez, les trois mondes, vous pouvez rappeler lesquels, les trois mondes? Le monde du sanitaire, le monde du médico-social et le monde du social. Oui, mais là, on ne peut pas réfléchir comme si l'organisation territoriale actuelle allait encore durer un siècle. Tout le monde a compris qu'il y a un véritable problème pour l'avenir des départements. Je ne vais pas faire ici le débat institutionnel, mais chacun sait bien qu'aujourd'hui, à cause des contraintes budgétaires et même des missions, à 10 ans, on peut refaire le même débat. Je ne sais pas si on parlera encore de l'échelon départemental, d'une façon ou d'une autre. Donc si c'est pour réfléchir juste pour les 10 ans qui viennent, ça ne présente pas, à mon avis, le même intérêt. Après, il y a quand même deux points qui doivent être remis sur la table, et je ne suis pas d'accord avec M. Laforcade, j'en suis désolé. Le premier, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on va continuer notre système de santé comme ça. Il ne s'agit pas d'être catastrophiste, mais quand même, notre système, considéré pendant très longtemps comme le meilleur au monde, aujourd'hui, il est en danger. Il est en danger. Il y a des questions d'organisation, il y a des questions de mutation en profondeur, sur lesquelles aujourd'hui notre système ne suit pas, en termes de réorganisation, ces mutations. Et puis on a quand même un problème, je crois que c'est le débat d'après, le problème des ressources financières, économiques, budgétaires pour le monde de la santé. On ne peut pas continuer à faire semblant que tout va bien en continuant à gérer de la pénurie. Et ce n'est pas parce que les chiffres vont s'améliorer une année que ça doit donner l'illusion que tout va bien se passer. Il faut clairement revoir les affectations de ressources. Il n'y en a pas assez pour la santé. Et vous ne pourrez pas réorganiser en profondeur en continuant à gérer de la pénurie. Je l'ai fait pour ma part par le passé, ça ne marchera plus à l'avenir. Et d'ailleurs, pour cela, vous avez le mérite avec le CHAM et avec Guy de mettre ça sur la table. Mais quand vous voyez l'incurie des programmes politiques pour la présidentielle, on est bien parti. Après avoir eu
2 débats présidentiels de l'entre-deux tours où il n'a jamais été question de la santé, on est bien parti pour avoir encore une fois la question de la santé plus ou moins évacuée, ou alors avec l'idée de toute façon que les complémentaires santé paieront parce qu'on va reporter du régime obligatoire sur les complémentaires santé. Voilà grosso modo les programmes politiques, même ceux de ma famille politique. Bon, je vais jusqu'au bout parce qu'il y a un point quand même avec M. Lafourcade. Quand il nous dit que le système actuel de déconcentration, ça va et que ce n'est pas une déconcentration supplémentaire qui va faire la différence, moi, en région, je vais avoir un interlocuteur. Je connais par exemple très bien dans ma région Jean-Yves Graal, pour différentes raisons, je bosse avec lui. Il a une forme d'autonomie, mais qui a ses limites. Monsieur le directeur général, par rapport à l'ensemble des fonds de la santé dans votre région, de combien elle est votre marge de manœuvre? Quel est le montant des fonds qui vous donne une véritable marge de manœuvre à vous, directeur général d'ARS dans votre région? Je reconnais bien évidemment que le fonds d'intervention régionale, qui me semble être une superbe invention, qui permet en principe la fongibilité d'un secteur vers un autre, est un secteur qui doit effectivement, en valeur absolue, je peux prélever à peu près autant d'argent que je veux, en pure valeur absolue, de manière totalement spéculative, sur les MIG et sur les HAC de l'hôpital, pour le donner au médico-social ou à la santé publique. La réalité, bien sûr, c'est que nous ne pouvons concrètement le faire que dans des proportions plus modestes. Je vous répondrai sur l'année 2016, cette fongibilité, ce transfert dans la région, la Nouvelle-Aquitaine, porte sur 3 ou 4 millions. Donc, bien évidemment, nous avons des progrès à faire dans ce domaine-là. Parce que j'aurais juste insisté là-dessus. Moi-même, en tant que ministre de la Santé, qu'est-ce qu'on fait? On met une pression pas possible aux directeurs généraux d'ARS pour tenir les chiffres des dépenses de santé, pour les tenir par tous les moyens sur ce qui relève de leurs compétences. Et à partir du moment où vous ne mettez pas de ressources, de recettes supplémentaires, un directeur général d'ARS, lui aussi, il gère la pénurie. Sauf qu'en plus, il est obligé, parce qu'il a la pression d'en haut, de faire passer la pression sur nombre de responsables d'établissements, et notre système ne marche plus que comme cela. Voilà pourquoi, en définitive, on peut tenir tous les beaux discours, on a quand même ce problème de ressources prioritaires. Maintenant, il est évident que quand je discute moi, avec le directeur général de l'ARS pour bâtir un nouveau projet santé dans la région, j'essaye de voir aussi avec lui comment région et l'État ne se marchent pas sur les pieds, et comment sur des investissements, je ne vais pas arroser le sable. Donc on a besoin de ce dialogue. Là, c'est important. Olivier, une réflexion par rapport à tout ça? Non, mais pour commencer, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Xavier Bertrand. Le fonds d'intervention régionale en France est 3,3 milliards d'euros. Vous avez tellement de priorités à financer sur ce fonds d'intervention régionale qu'il ne vous reste quasiment, même pas 10%, je crois, effectivement, de marge sur l'ensemble des régions pour pouvoir financer d'autres choses. Le pire là-dedans, ce que je trouve le plus frustrant sur le terrain, c'est que vous allez financer des expérimentations qui vont marcher du tonnerre, première année, deuxième année, troisième année, mais comme c'est de l'argent temporaire, c'est des projets financés de façon temporaire, l'expérimentation se casse la gueule, pardon de le dire, faute de financement pérenne, et en plus, il n'y a pas un regard, pour le coup, national sur les expérimentations qui marchent dans les territoires, ce qui fait qu'on ne peut pas développer et s'appuyer sur l'innovation et les initiatives des professionnels dans une région qui aurait fonctionné pour le développer au niveau national. Donc là-dessus, clairement, en matière, si on parle de déconcentration vers les ARS, moi je suis favorable à ce qu'on ait un renforcement du fonds d'intervention régional, ce qui n'est pas le cas pour les ORDAM, les objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie, qui nécessiterait de renforcer les effectifs des ARS, à mon avis, de plusieurs centaines de personnes par administration. Je crois qu'on a atteint déjà des paquebots assez pléthoriques dans un certain nombre de régions, qu'il faut faire attention parce qu'après ça devient ingouvernable. Donc il faut être vigilant de ce point de vue-là. Et pour mettre le DG de l'ARS, moi je dirais, à l'abri des contingences politiques, je pense qu'il faut reposer sur la confiance de l'évaluation. Et plutôt que d'avoir un DG d'ARS qui serait révocable tous les mercredis en Conseil des ministres, parce qu'il y aurait une pression des élus locaux auprès de la ministre de la Santé ou du ministre de la Santé pour dire le DG d'ARS veut fermer l'établissement, il nous met le feu dans le territoire, faites quelque chose, monsieur le ministre. Moi, je propose que le DG d'ARS soit nommé pour 5 ans, pour la durée d'un mandat, et qu'il soit plus révocable en Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance, on lui donne les moyens d'agir sur le territoire, on lui donne pas tout pouvoir sur les professionnels, c'est pas du tout ça, mais on lui donne une forme d'indépendance vis-à-vis du politique. Et derrière, on l'évalue et on en discutera après. Évidemment, si ça part complètement en sucette, on se repose la question. Mais peut-être donner un peu plus de marge d'autonomie de ce point de vue-là. Mais la grande question, ce sera donner de l'argent, donner des marges de manœuvre financières aux ARS,
et donc les donner aux acteurs in fine, c'est quand même l'objectif, pour faire quoi? Comment est-ce qu'on organise et c'est quoi? Moi qui travaille sur la question de la mise en place des parcours de soins sur l'ensemble du territoire, dans le cadre d'une mission sur le financement, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console, il faut regarder ce qui se fait à l'étranger. Et en matière d'organisation des parcours de soins intégrés pour les prises en charge de maladies chroniques et sur les expérimentations qui fonctionnent dans les territoires, il y a différents modèles. On n'a pas encore trouvé la martingale dont on se dit mais pourquoi on ne l'a pas encore fait en France? Il y a des pays qui vont développer une forme de décentralisation vers des producteurs de soins. Ça va être les réseaux de soins locaux anglais, ce qu'on appelle les Primary Care Trusts, où ce sont des médecins, des ensembles de médecins généralistes qui vont se voir allouer des enveloppes et qui vont payer des soins spécialisés en consultation de ville, qui vont payer pour une partie du médico-social et pour des hospitalisations programmées. On a de la décentralisation vers des réseaux de soins intégrés, et là c'est intéressant, ça reprend ce qui était dit tout à l'heure, c'est une intégration complète de la prise en charge du médical et du médico-social. Ça existe notamment au Québec, c'est en cours d'évaluation. On a parfois la décentralisation qui ne se fait pas vers les autorités régionales, mais plutôt vers des acteurs collectifs. C'est notamment le modèle allemand, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. On a parfois de la décentralisation vers des modèles privatisés, réseaux de soins par les complémentaires, consortiums privés qui se voient attribuer des enveloppes et qui ont charge de payer des soins avec des étapes de ville et des étapes hospitalières. C'est notamment ce qui est en cours aux États-Unis qui n'a pas encore été évalué. Et moi, je refuse l'idée qu'on ne soit pas en capacité et qu'on ne soit pas en train de se moderniser et d'aller vers une forme de décentralisation plus effective en France. Et j'en veux pour preuve l'article 74 de la loi de santé qui porte sur les plateformes territoriales d'appui, qui est une forme de décentralisation vers une autorité administrative. Et qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Finalement, c'est la réunion des acteurs du privé et de l'hôpital dans des territoires, l'écoute des initiatives des acteurs de terrain, finançables par l'Agence régionale de santé pour essayer d'améliorer la congruence, de casser ces silos de l'hôpital et de la ville et d'essayer de mettre et de financer des parcours de santé. Il y a des premières évaluations, j'en discutais hier avec le directeur général de Bordeaux, M. Vigourou, que je ne sais pas s'il est encore dans la salle, qui me parlait justement de tout le bien qu'il pensait de ce qui se passait du côté des Landes en matière de plateforme territoriale. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc il faut aussi donner un peu de chance aux produits. Moi je refuse juste l'idée qu'on soit immobile dans notre pays. On est en train d'évoluer vers plus de déconcentration effective. Et il y a quand même un problème sur les plateformes territoriales d'appui, c'est que je trouve qu'en ce qui concerne la médecine de ville et les libéraux, ils ne sont pas particulièrement impliqués à l'intérieur de la construction de tout ça. Et quand on se trouve face à un autre paquebot régional qui s'appelle le GHT, je pense que ce n'est pas facile non plus de pouvoir se retrouver face à ces grappes hospitalières qui sont, comme le disait d'ailleurs dernièrement Yves-Jean Dupuis, de la FEAP, qui sont des GHPT, c'est-à-dire des groupements hospitaliers publics de territoire. Et on a quand même là, par rapport à cette construction-là, je dirais une puissance de frappe et une citadelle à l'intérieur de la région qui est créée par ces GHT, qui ne va pas favoriser, quand on écoute les libéraux, qui ne va pas favoriser le dialogue pour on va dire, une perméabilité des structures sur le territoire. Comment on peut, justement, au niveau de la région, faire en sorte, et là je me retourne vers... Oui. Je peux juste une seconde. Oui. Juste une seconde. Là, vous touchez du doigt un point. Et quels que soient les gouvernements, ça peut être plus marqué, il y a un sujet. Quand vous êtes dans une démarche étatique ou gouvernementale, il y a quand même un prisme public. Je ne dis pas que dans les régions, vous avez davantage le moyen de contrebalancer cela, mais vous avez des élus qui, eux, sont pragmatiques parce qu'ils épousent davantage, au-delà même de leur philosophie politique, qui épousent davantage la logique du parcours de soins avec la liberté de choix. Tout système politico-administratif est quand même centré davantage public. Je ne me ferai pas que des amis dans la salle, mais c'est une conviction que j'ai. Et la façon d'équilibrer ça, c'est vraiment d'une certaine façon la décentralisation. On est d'accord. J'en demandais pas autant. Hein. Michel Laforcade, par rapport à tout ça. Le rééquilibrage des pouvoirs entre la ville et le... Est-ce que c'est l'ARS qui est garant de l'équilibre public-privé au sein de la région? Je vous répondrai oui sans hésiter. Je ne vous dirai pas que nous y arrivons systématiquement. En tout cas, nous y arrivons avec des fortunes diverses. Mais l'exemple des PTA que vous venez d'évoquer est pour moi un superbe exemple à la fois de quelque chose qui est en train peut-être enfin de modéliser une forme de système de santé local de demain. Et pourquoi c'est remarquablement intéressant? Parce qu'effectivement, ces PTA sont à destination des patients, des usagers eux-mêmes, en particulier ceux qui ont un parcours complexe. C'est 13 ou 15 millions de patients dans notre pays qui ont une maladie chronique, pour ne parler que de ça. Ils peuvent s'adresser concrètement à des professionnels au sein
de cette plateforme qui vont assurer une forme de coordination dans ce parcours particulièrement complexe qui est le leur. Ils sont aussi la porte d'entrée pour toute la médecine libérale, c'est-à-dire un médecin libéral qui veut bien accompagner une personne âgée de plus de 75 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peut pas tout seul passer 2 ou 3 heures à chercher une place en maison de retraite pour l'intéresser. Donc cette plateforme d'appui qu'il va pouvoir solliciter, et sous son autorité, j'ai envie de dire, sous son autorité au sens professionnel et scientifique du terme, va pouvoir se substituer à lui pour l'aider dans ce parcours absolument indispensable. J'ai presque envie de dire que c'est enfin... Des choses existaient avant, des réseaux par exemple, le dispositif PAERPA pour les personnes âgées. Mais c'est enfin une façon d'assurer ce rôle pivot du médecin traitant, du médecin généraliste, du médecin de famille, qu'il voulait bien assurer depuis fort longtemps, mais qu'il ne pouvait pas assurer faute de disponibilité et de moyens. Je crois que là, nous avons vraiment une responsabilité partagée, bien évidemment, collectivités locales et nous, pour faire en sorte que sur tout le territoire, ceci puisse éclore de manière homogène. Alain Berthéas, oui, moi, si vous permettez, je voudrais revenir juste sur, d'abord, un propos d'Olivier Véran. Je voudrais juste lui dire que tous les élus ne sont pas des crétins qui passent leur temps à pleurer, hein, les élus locaux. Et on n'est pas toujours en train de dire « Oh, Madame le ministre, regardez comme ils sont méchants au niveau de l'ARS ». Non, on essaye aussi, heureusement, et on essaye aussi d'avoir une construction. En tout cas, une construction logique à moyen et long terme. Mais il y a une chose qui me semble importante et qui ressort depuis hier dans tous les propos qui ont été tenus. On parle beaucoup de parcours de soins et on dit finalement, nous sommes dans un pays, on est bon dans le parcours de soins, globalement. Par contre, on a une véritable difficulté, et Xavier Bertrand le disait, parce qu'on gère la pénurie. Donc, on a ce problème permanent de la qualité de ce que l'on veut produire avec le coût de ce que quelque part, ça nous demande. Alors, du coup, on a une approche économique très court terme, c'est-à-dire une approche comptable. Et effectivement, on gère la pénurie. Il me semble que la difficulté dans laquelle nous sommes maintenant, c'est d'arriver à constituer une vision à long terme. La comptabilité ne fait que constater les dégâts, entre guillemets. Vous avez toujours une colonne recettes, une colonne dépenses. Et là, on dit toujours, attention, la colonne dépenses est plus élevée que la colonne recettes. Vous devez donc serrer la vis. Si on se met dans une vision à long terme, avec cette fameuse fongibilité des enveloppes, le désenclavement, le fait que, quelque part, on essaye de réfléchir dans un processus et plus simplement dans des espèces de silos les uns avec les autres, à ce moment-là, on devrait pouvoir construire sur un pays comme le nôtre, qui a quand même encore des ressources, même si manifestement dans un certain nombre de domaines on racle les fonds de tiroir, on a quand même quelques capacités. Moi j'appelle de mes voeux cette réflexion. Et pour ce faire, monsieur le directeur de l'ARS, il faut que ce soit un vrai dialogue qui s'instaure sur les territoires. Et quand, je vais juste faire cette petite remarque par rapport à l'expérience que j'ai vécue sur le plan local de santé, que nous avons réussi à signer quand même au bout de 7 ans. C'est pas mal. L'objectif, une fois qu'il est signé, il est déjà obsolète. 7 ans après, vous avez complètement changé la réalité. Donc il faut le réévaluer. Mais pour ce faire, il faut que nous ayons un vrai dialogue. Et la grosse difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on a tout simplement des règles, des espèces de carcans dans lesquels on discute. Et ces carcans sont, je suis désolé du terme, totalement anti-économiques sur le plan de ce que l'économie d'une entreprise peut être. C'est non seulement anti-économique, mais c'est surtout anti-créatif. Et c'est là où je pense que nous avons une vraie difficulté. Et où la question n'est pas centralisation, décentralisation, ça a été bien dit par Nicolas Bavrez il y a quelques minutes. La question, c'est quelle solution pour quel besoin. Et si nous sommes capables de discuter sur le besoin, nous constaterons que de territoire à territoire, au sein même d'une région, en fonction des réalités géographiques et démographiques des territoires auxquels on s'adresse, eh bien, il y a des différences. Et si on ne peut pas les prendre en compte,
je suis désolé, on continuera de gérer la pénurie parce que de toute façon, on ne répondra pas à la réalité des besoins et on fera ce que disait Xavier Bertrand, on investira sur le sable, on va arroser le sable et on se dira tiens, ça ne pousse pas. C'est surprenant. Alors Olivier, une réflexion, puis après j'aimerais qu'on parle de la télémédecine, parce que ça je trouve qu'en exemple de jacobinisme jacobin, ça on fait des choses magnifiques là, à l'heure actuelle. Donc ta réflexion par rapport à l'intervention d'Alain, et ensuite... Tu me fais du mal si tu veux parler de télémédecine. En ce moment, c'est une cause de souffrance de voir le peu d'entrain que mettent les pouvoirs publics pour développer vraiment dont on parle encore, quand je vois qu'on parle encore de la télémédecine comme d'une innovation, je me dis que c'est un débat anachronique. On devrait tous avoir des équipements numériques, etc. D'ailleurs, les régions ont un rôle à jouer dans le financement du plan numérique à l'hôpital. Je crois que c'est à peu près 2 milliards d'euros si on veut équiper l'ensemble des établissements publics de santé de dispositifs innovants en matière numérique. Je pense que là-dessus, les collectivités ont un rôle à jouer. Non, je voulais dire sur le rôle dans les territoires et de faire attention au particularisme des territoires. Juste une petite anecdote sur la démographie médicale. Dans les années 90, on ne parlait pas de pénurie, on parlait de pléthore médicale. Tout le monde se souvient ici des articles sur la pléthore. Et les premiers observatoires régionaux de santé, je crois qu'ils datent peut-être de 2000 ou 2001, je ne veux pas dire de bêtises, sont arrivés en période de pléthore pour dire attention, comment est-ce qu'on va faire pour commencer à empêcher des installations dans les territoires. Et en fait, les premiers rapports, et le rapport d'Yvon Berland à l'époque, a été une vraie bombe, puisqu'il a dit mais attendez, on n'est plus en situation de pléthore, en fait on est en pénurie. Quand on regarde sur Google l'occurrence du mot désert médical, il apparaît une fois sur Google en 2003. Donc on est passé brutalement de la pléthore à la pénurie. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à avoir une démarche territoriale d'observation et d'évaluation des besoins. Et encore aujourd'hui, quand j'entends que certains prônent un conventionnement sélectif, etc., à l'installation avec des mesures contraignantes, ce que je ne suis absolument pas pour, ça n'a pas bougé depuis des années. Je dis déjà simplement, comment est-ce qu'on évalue dans les territoires ? Il faudrait être capable de prendre le téléphone à l'ARS, d'appeler chaque médecin généraliste pour lui dire est-ce que vous travaillez à temps plein ou à temps partiel ? Est-ce que vous avez un exercice particulier ou vous faites de la médecine de famille ? Est-ce que vous êtes saturé ou est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez bosser encore 5 ans, 10 ans ou pas ? Est-ce que vous avez une liste d'attente ? Donc c'est une démarche prospective pour évaluer le besoin de santé. Moi, je suis incapable de savoir ce que c'est que le besoin de santé. Et l'assurance maladie elle-même, qui fait des statistiques très, très, très poussées aujourd'hui sur Carto Santé, ne parle que de consommation de soins, de nombre de consultations par habitant. Moi, je ne sais pas du tout si 4 consultations par an et par habitant, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, évaluation des besoins, elle doit se faire au plus proche des territoires. Et là-dessus, je pense qu'il y a une implication qui peut être très intéressante avec une articulation d'organismes sur les territoires. Alors, moi, je partage complètement cet avis. Cette vision, justement, territoriale, est-ce qu'elle est faite ? Est-ce qu'il y a cette enquête dans les ARS ? Ou est-ce que quelque part, ça fait partie des choses qui requièrent des moyens dont vous ne disposez pas ? Sur l'analyse des besoins, c'est effectivement la question la plus importante, je crois, de tout temps à jamais en matière d'action sanitaire et sociale. Alors, je crois pouvoir dire qu'on a progressé ces dernières années. On peut mettre ensemble de la manière la plus territorialisée possible, et c'est là que nous avons besoin aussi d'affiner nos analyses. Ce que peut nous donner le système de l'assurance maladie, ce que nous disent les observatoires régionaux de santé, ce que nous apportent les CREI ou les universités. Mais c'est un combat éternel, jamais gagné, mais qu'il nous faut poursuivre avec beaucoup d'entêtement, en particulier ne jamais confondre effectivement le besoin et la demande. Dans notre secteur, ce n'est pas parce qu'une demande est exprimée qu'elle relève d'un besoin, ce n'est pas parce qu'un besoin n'est pas traduit en demande qu'il n'est pas fondamental et vital. Donc, on essaie, mais nous avons une vraie marge de progression possible. Et puis si, autour de la télémédecine, par exemple, ben voilà typiquement quelque chose, vraiment une action de fond dans laquelle nous devons nous engager avec plus de force. Vraiment, le diagnostic, je le reprends en totalité. Il y aura là aussi, je ne veux pas apparaître à front renversé comme quelqu'un qui ne demande pas des choses supplémentaires. Nous aurons besoin aussi au niveau national de quelques éléments, notamment en matière de tarification de la médecine, qui nous faciliteront les choses. Il n'en demeure pas moins que concrètement, tout ceci se met en place peu à peu sur le territoire. Je prendrai le dernier exemple de la téléthrombolyse quand même, qui est une bonne façon de traiter la question des AVC. Nous ne pouvons pas avoir d'unité neurovasculaire dans tous les hôpitaux. Eh bien, lorsqu'une personne arrive aux urgences dans un hôpital où il n'y a pas ce type d'UNV, la téléthrombolyse à distance
nous permet de sauver des vies et surtout d'avoir des années de qualité de vie supplémentaires. Et je terminerai sur la télémédecine en disant que, à travers un exemple précis, c'est même un dispositif qui peut nous permettre non seulement de gérer la pénurie, mais en même temps d'apporter sur certains territoires une offre de soins qui n'a jamais existé. Nous sommes en train de développer la télémédecine dans les hautes vallées pyrénéennes. Même ici, j'ose dire qu'il y a de hautes vallées dans les Pyrénées. Eh bien, dans ces hautes vallées, au sud de Pau, d'Oloron-Sainte-Marie, vallée d'Aspe, vallée d'Ossau, nous faisons en sorte que la télémédecine, notamment en partie à partir d'une maison de santé pluridisciplinaire, apporte des prestations que cette population n'a jamais connues. Donc voilà typiquement un champ que nous devons investir de concert, comme vous l'avez dit. Oui, mais alors là, pour moi, c'est typiquement parisien ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même décidé à Paris qu'il y aurait 9 territoires d'expérimentation qui sont les territoires de santé numérique. On les a décidés il y a 3 ans. Cette année, chance, dans le PLFSS, il y a un article sur la télémédecine et on s'aperçoit quoi? Il y a juste généralisation des expérimentations. On marche sur la tête d'une certaine manière. Alors que cette puissance de frappe de la télémédecine sur la téléconsultation, sur la télésurveillance, il y a des expériences en Auvergne, il y a des expériences partout sur l'insuffisance cardiaque, ça montre qu'on a des résultats. On n'a pas encore de modèle économique et on n'aura pas ces modèles économiques si on continue à avoir des PLFSS qui continue à vouloir gérer ça sous le mode de l'expérimentation. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, et ce que rappelait Xavier Bertrand, ça va prendre sur quoi? Sur les FIR. C'est-à-dire qu'il va falloir, en Aquitaine, prendre sur les 3 millions dont vous bénéficiez. On marche absolument sur la tête. Il faut absolument changer cette loi. Là, pour le coup, sur ce sujet de la télémédecine, j'ai envie de dire, donnons un peu d'indépendance à Paris. Rendons son indépendance à Paris. Parce que, clairement, il y a une dissociation extrêmement forte entre, d'un côté, les attentes du terrain. Quand vous entendez Michel Laforcade qui vous parle des Hautes-Vallées pyrénéennes, on va pouvoir faire venir de l'offre de soins, rendre de l'offre de soins là où il n'y en a jamais eu d'offre de soins spécialisée, en évitant de transporter les malades, etc. On va faire moi, je fais la téléthrombolyse en garde comme neurologue entre 2 établissements. Je ne crois pas qu'il y ait de tarif encore, mais l'hôpital le fait et le développe parce que c'est sa vocation publique que de le faire. Mais on a un retard d'ailleurs sur l'arrivée des tarifs vis-à-vis de l'innovation. Je ne parle même pas de la thrombectomie dans l'AVC. Mais sur la télémédecine, on se rend bien compte qu'il y a une attente très forte de la part des professionnels qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'avance pas, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas les feux du numérique et de la téléexpertise de la télémédecine. Et de l'autre côté, un discours plus national qui est attention, est-ce que tout ça n'est pas un peu une boîte de Pandore que nous allons ouvrir, qui va nous sauter au visage et faire déraper les coûts? Je comprends le discours du national dans un contexte de tension financière extrêmement forte et d'enveloppe à respecter, mais en même temps, on est dans un discours anachronique. L'expérimentation CNAM qui porte sur 5 régions, sur 100 patients par région, sur 2 pathologies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, pendant 3 ans, on fait une règle de 3, ça représente un investissement par l'assurance maladie dans notre pays de 90 000 € par an. Xavier Bertrand, vous vouliez intervenir? Oui, dans ce que vient de dire à l'instant Olivier Véran, on en revient toujours à la même chose. Paris à la trouille. La trouille de quoi? C'est que les coûts explosent. En définitive, on nous dit, faites des innovations, allez-y, déployez-vous, mais surtout, faut pas dépasser l'objectif des dépenses d'assurance maladie. On en revient toujours à la même chose. Ou alors, il faut derrière mettre sur la table la question de la réforme de la tarification. Parce que c'est ça aussi l'un des sujets. Ou alors mettez en place de nouveaux outils sur des aides à l'innovation, mais pas un fonds pour une année. Quelque chose de pérenne qui donne au moins une visibilité aux différents acteurs. Voilà. Alors moi, je voudrais aborder le problème sous un angle complètement différent. La télémédecine, ça suppose un certain nombre d'équipements et surtout d'infrastructures. Eh bien oui, il faut être capable de transférer les données. Or, si vous regardez aujourd'hui, l'ensemble des territoires ne sont pas tout à fait dans le même type d'équilibre par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on nous demande au niveau des territoires? Alors là, je vais prendre une casquette pure élu local. On nous demande tout simplement de réaliser les infrastructures. Ce sont des investissements conséquents sur les territoires, et notamment sur les territoires les plus ruraux, là où c'est le plus indispensable. Ces territoires n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Alors l'État nous a gentiment accordé un certain nombre de facilités de prêts. Moi, je peux vous dire, sur un territoire comme le nôtre, rien que la communauté d'agglomération que j'ai la chance de présider doit investir sur 5 ans 20 millions d'euros
pour pouvoir effectivement avoir les infrastructures et faire en sorte que nous ayons la capacité de proposer la télémédecine et que les praticiens puissent, à ce moment-là, s'inscrire dans cette logique. Alors, et c'est là où je dis qu'on n'a pas de vision à long terme et où je rejoins ce qui vient d'être dit à la fois par Olivier Véran et par Xavier Bertrand. On a une trouille, mais alors monumentale, de l'investissement. Et on ne pense pas investissement au niveau de l'État aujourd'hui. On pense dépense. Je suis navré, un investissement, ce n'est pas la même chose qu'une dépense. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris la différence et qu'on ne sera pas capable de mesurer ce qu'est justement le retour sur investissement, donc une vision à moyen et long terme, on restera dans cette espèce de politique petit bras où on dit oui, oui, c'est très important, il faut le faire. Ah, mais faites gaffe, hein, parce que ça va coûter très cher. Alors il y a un truc qui ne va pas là. Je suis d'accord pour considérer que Paris a la trouille des régions. Ça c'est vrai, ils ne nous connaissent pas souvent. Et le fait de descendre de Paris d'ailleurs pour aller en région est quelque chose qui est idéologiquement déjà un peu perturbant. Ils descendent. Alors, Olivier. Je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai pas cette vision de Paris complètement déconnectée du terrain. Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses, qui est la pression budgétaire qui, elle, repose avant tout et en premier lieu sur Paris, qui est le garant du budget de l'État et de la réduction des dettes, et en même temps ce qu'ils aimeraient faire. C'est comme dans un établissement hospitalier, quand vous êtes une équipe médicale, que vous parlez avec votre équipe de direction, et que vous dites « mais j'ai hyper envie d'investir là-dedans, si vous m'achetez cette machine, ça coûte un peu cher, mais on va soigner les gens de façon bien plus importante, on va développer des projets de recherche, on va prendre des parts de marché, on va faire venir des patients, c'est super bien ». Le directeur vous dit « mais j'ai très très envie de vous suivre, mais l'investissement, pour l'instant, j'ai du mal à le sortir, c'est de plus en plus difficile. C'est pas pour autant qu'il est bouché, qu'il ne connaît pas le terrain ». Donc je crois qu'il faut pas confondre deux choses. À l'inverse, attention parfois aux marges de manœuvre qui sont laissées au terrain et qui peuvent conduire à faire des investissements un peu bizarres. Moi, j'entends parler de construction de quasiment un data center par GHT, voire plusieurs data centers par GHT. Attention, là, il y a de la dépense qui ne sert pas forcément à l'investissement et la ressource économique pour notre pays et qui pourrait être peut-être davantage centralisée. J'avoue aussi sur les systèmes d'information qui vont équiper les groupements hospitaliers de territoire, si on a autant de systèmes d'information qu'on a de GHT, en considérant qu'ils coopéreront ensemble. Je sais bien que le projet du DMP centralisé national n'a pas fonctionné et je ne sais pas ce que l'assurance maladie va sortir. Moi, je pense qu'elle peut sortir quelque chose de très bien. On verra ce qu'il en est. Mais attention aussi à la multiplication des initiatives qui peuvent être non pas complémentaires mais redondantes. Alors, on est à 5 minutes de la fin de cette table ronde. Je voudrais qu'on pose quand même la question de l'Ordam. Qu'on la pose parce qu'il faut la poser quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une vision des choses qui soit beaucoup plus régionalisée en ce qui concerne cette autonomie de traitement des fonds qui sont non fongibles entre l'assurance maladie et les autres. Et donc, Michel, j'aimerais bien savoir quelle est votre position par rapport à tout ça. Alors, c'est une question éminemment politique, au sens noble du terme, donc qui ne relève pas de mes compétences. Je vais simplement vous dire, en tant que DG d'ARS, quel est le besoin qui me semble impératif et impérieux à l'heure actuelle. Et puis après, vous déciderez les uns et les autres s'il faut le traduire en Ordam ou pas. Pour ce qui me concerne, j'aurais effectivement besoin de plus de souplesse. On voit qu'on en prend le chemin depuis un certain nombre d'années, depuis la loi de 2009, plus de souplesse au sein, effectivement, de ce fonds d'intervention régional. J'aurais effectivement besoin que toutes les expérimentations, parfois remarquablement intéressantes, évaluées positivement par des autorités scientifiques indépendantes, puissent être généralisées dans ma région. Je ne parle pas ensuite du niveau national, puissent être généralisées dans ma région. J'aurais besoin, vous voyez, de choses comme ça. Vous avez évoqué territoire de santé numérique. Effectivement, nous avions la chance dans l'ex-Aquitaine, nous avons toujours la chance de faire partie des 5 territoires expérimentateurs. Eh bien, je dois dire qu'on a vraiment le sentiment, là, qu'on n'est pas dans le cosmétique et qu'il nous faut aller plus loin. Et encore une fois, dans la logique des réseaux d'autres expérimentations qui, depuis des années, quand même, ont vu le jour. Je voudrais pouvoir effectivement étendre ça à l'ensemble du territoire de ma région. Donc j'ai besoin de plus de souplesse en termes de fongibilité, d'une pérennisation de ce qui a été expérimenté positivement. Vous nous direz si vous pensez qu'il faut le traduire par un Ordam ou pas. Alors Olivier, par rapport à l'Ordam,
Ensuite, Alain, et puis on laissera à Xavier Bertrand le mot de la conclusion justement sur cette question. Lorsque j'étais parlementaire, la question s'est posée de savoir si on votait un ORDAM ou non. Bon, clairement, lorsque la question s'est posée, on n'est absolument pas techniquement opérationnel pour ne serait-ce qu'envisager d'aller plus loin dans la discussion autour de l'ORDAM. Parce que ça nécessite d'avoir une évaluation plus rigoureuse des besoins, sinon on peut faire quelque chose de très inégalitaire. Déjà, je prends l'exemple de la psychiatrie, des soins de santé mentale. Entre deux secteurs, on sait qu'on va varier de 100 € par an par habitant à 177 € par an par habitant. Est-ce que ça reflète des inégalités sociales de santé? Est-ce que là où on met un effort financier plus important, est-ce que c'est justifié au regard de l'état de précarité de santé de la population? Moi, je n'ai pas d'indicateur aujourd'hui qui permette de le dire. Donc attention, si on commence à couper l'enveloppe de 190 milliards en autant de territoires, est-ce qu'on part sur une dotation historique? Est-ce qu'on fonctionne au PPE, c'est-à-dire le poids politique de l'élu? Est-ce qu'on tient compte de certaines priorités de santé publique, comme la lutte contre l'obésité une année, la lutte contre le cancer de l'autre? Est-ce qu'on fait les vases communicantes, les politiques de stop and go? Moi, honnêtement, je ne sais pas faire. Je crois qu'on a une très belle administration, quoi qu'on en dise, très belle administration qui fonctionne bien, qui est l'assurance maladie. Moi, plutôt que d'aller vers la réflexion sur l'ORDAM, je préfère, comme l'a dit Michel Laforcade, mais je l'ai dit tout à l'heure, donner davantage de marge de manœuvre dans le FIR, être capable de généraliser ce qui marche, d'exporter à d'autres territoires des expérimentations fonctionnelles, qu'on arrête de faire en sorte qu'on puisse continuer les choses quand ça fonctionne bien. Je crois que je l'avais dit même ici, cet exemple du réseau Santé Main, monté par un chirurgien de la main, un kiné, qui se sont dit finalement le centimètre carré de corps qui coûte le plus cher à la Sécu, c'est la pulpe du doigt. C'est les ouvriers qui se massacrent les doigts sur les machines-outils, qui se retrouvent en invalidité, en longue maladie, etc. Ça coûte extrêmement cher, et pour les personnes qui sont touchées par cette pathologie, c'est extrêmement dur sur le plan personnel. Ils ont fait tout simplement des démarches de prévention dans des entreprises, je raccourcis, des démarches de prévention dans des entreprises avec des petits topos sur comment est-ce qu'on manipule les machines pour ne pas se faire mal. Ils voient une réduction de 30 à 40% du problème et de l'accidentologie dans les entreprises concernées. Ça marche super bien. Et au bout de 3 ans, bah écoutez, l'expérimentation, elle a eu lieu. Maintenant, on va être obligé d'aller financer autre chose. Des exemples comme ça, on en a tous des tas. Donc il faut faire attention à cela. Et je disais plutôt que d'aller sur le sujet de l'ORDAM, qu'on discute, je ne sais pas ce qu'en pense Xavier Bertrand, je ne sais pas ce qu'il en pensait à l'époque, qu'on discute éventuellement d'une intégration des forces vives de l'assurance maladie et de l'administration des GOS, et qu'on aborde la question d'une agence nationale qui pourrait avoir une déclinaison déconcentrée sur les territoires. Ça peut être aussi un sujet marrant à traiter dans le cadre d'une campagne présidentielle. Alain, un mot? Juste un mot, il nous reste une minute et on passe la parole à... Un mot, merci. Alors. Non, je pense que je ne voudrais pas non plus rentrer dans le détail de l'ONDAM parce que c'est quelque chose d'assez complexe et très sincèrement, moi je ne sais pas comment on pourrait régionaliser ou en tout cas territorialiser l'ONDAM. Simplement, je voudrais revenir sur cette notion de court terme et de long terme. Et il me semble que, en tout cas, c'est ce que l'on mesure dans les entreprises. Dans les entreprises, quand on réfléchit sur, alors on peut appeler ça un business plan, on peut appeler ça un plan de développement, peu importe, on réfléchit à des tendances. On ne regarde pas scrupuleusement ce que va être au centime près la dépense ou l'investissement. On se dit dans quelle tendance veut-on inscrire l'entreprise. Et je crois que, comme ça vient d'être dit, on a quand même un système de santé qui a le mérite d'exister et qui n'est pas de mauvaise qualité, contrairement à ce que certains pourraient dire. Par contre, il me semble très important que nous ayons cette réflexion à long terme. Et la difficulté avec l'ONDAM, c'est qu'on fixe les choses sur un an et qu'en plus, on n'a pas cette vision de la tendance. On ne prend pas en compte quelquefois même l'augmentation démographique. Quand on regarde l'augmentation démographique, on se dit, bon, ça sera 1,5%. Et puis on nous dit, ben, l'ONDAM, ça sera une augmentation de 1,25%. Il y a déjà un petit écart. Comment est-ce qu'on peut tenir cet écart alors qu'on sait très bien et pertinemment que de toute façon, on aura plus de besoins. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je souhaiterais qu'on réfléchisse. Xavier Bertrand, je vous passe la parole pour le mot de la fin et la question de l'ORDAM, bien sûr. L'ORDAM, ça veut dire qu'il faut quand même une nouvelle gouvernance entre l'État et l'assurance maladie. L'ORDAM, ça veut dire assurer une péréquation. C'était les échanges que j'avais voilà, plus de 10 ans avec Pierre Méhaignerie, qui était président de commission. J'étais à l'époque secrétaire d'État à l'assurance maladie et ensuite ministre, pour dire comment on fait cette péréquation. À l'époque, on n'était pas prêt. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, comme l'a dit Olivier Véran, que l'on soit davantage prêt. Mais entre un ORDAM bien établi et le système actuel avec plus de souplesse, je préfère la réflexion sur l'ORDAM. Mais il faut effectivement cette péréquation. Si on va plus loin, je pense qu'on en arrive vraiment à ce que doit être aujourd'hui la vraie répartition. Il y a un État qui est garant. Il y a un État qui est garant qui doit prendre en compte ces trois vagues de fond que sont la question du vieillissement, la question également des traitements
de plus en plus pointus, de plus en plus sur mesure, spécialisés, de plus en plus onéreux, et la question également de tout ce qui est numérique et digital. Sur ces éléments-là, on a besoin d'un État garant et stratège, mais je pense qu'il n'y aura pas mieux que les territoires, sur les territoires, pour voir les moyens de mettre ça en œuvre. Parce qu'attention, il y a quand même des questions, ça a été évoqué tout à l'heure, je veux y revenir. Sur les questions des nouvelles technologies, il y a une question éthique qui est majeure et on ne peut pas avoir cette approche éthique différemment dans les Hauts-de-France qu'en Île-de-France ou ailleurs. Et là, encore une fois, je ne demande pas à ce qu'il y ait moins d'État, mais qu'il y ait un État qui revisite complètement son rôle, mais qui n'oublie pas quand même que sa première responsabilité, c'est quand même de voir quelles sont les ressources affectées à la santé, parce que je ne veux pas être catastrophiste, mais honnêtement, quand je vois aujourd'hui le moral d'un certain nombre d'acteurs de santé, il faut bien voir que notre système, parce que les acteurs de santé sont le meilleur baromètre avec les patients du système de santé, il est quand même aujourd'hui menacé parce qu'il n'y a pas assez de prise de conscience et de prise de responsabilité des acteurs politiques majeurs sur cette question de la santé. On se souhaite tous bonne année, bonne santé en début d'année. Les Français le savent parce qu'ils savent que c'est majeur. Mais en définitive, dans les prises de position politiques, c'est toujours relégué après les questions d'identité ou la question des grands équilibres. Enfin, honnêtement, si j'ai accepté de participer, c'est parce que je sais qu'il y a aussi des acteurs qui, eux, s'y intéressent. Puissiez-vous être entendus par les candidats et les responsables politiques nationaux. Eh bien, merci beaucoup.